Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Cela va faire facilement un mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai passé de belles vacances et maintenant je suis prêt pour la rentrée. Du moins je vais essayer car je rentre en master, donc je sais pas encore ce qui m'attend au niveau boulot et comment je vais pouvoir m'arranger niveau chaîne, rugby et travail scolaire. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler de la reprise du top 14. Et on va aussi faire un point sur les transferts qui m'ont marqué. Alors je préviens tout de suite que je vais pas pouvoir faire un transfert global de tous les transferts du championnat. Je vais seulement parler de ceux qui ont attiré le plus mon attention. Mais si vous voulez aller plus loin, je vous mettrai en description des vidéos de Rugby au top et du bureau Oval qui ont fait un sorte de bilan de tous les transferts du top 14. Aussi, comme vous l'avez remarqué, le décor est un peu vide et je pense qu'il y a aussi pas mal d'écho pour vous au niveau du son. C'est dû au fait que je viens juste d'emménager dans ces départements, je suis arrivé hier soir. Et du coup voilà, le décor va se mettre progressivement en place au fur et à mesure des semaines. Faut que je trouve l'agencement et aussi la décoration que je veux mettre dans la mesure du possible par rapport à la place que j'ai. Et du coup ça va évoluer, je l'espère, rapidement au cours des vidéos à venir. Donc la reprise. C'est peu de dire que le top 14 soulève encore de nombreuses questions quant à sa rentrée, tant les alertes Covid se multiplient dans les clubs. L'exemple le plus marquant étant bien évidemment celui du Stade Français qui a vu presque 24 Covid il me semble. Voyant tous ces matchs amicaux et le match face à l'UBB annulés. Entre supporters là je pense qu'il faut pas qu'on se le cache, je pense que cette saison ça va probablement être possible que des journées sautent à cause de rebond de l'épidémie. Viennent s'ajouter à cela la jauge de 5000 spectateurs autorisés dans les stades. Même s'il peut y avoir des dérogations préfectorales pour accueillir plus de monde, la question du public va être vitale dans les mois à venir. Car le top 14 et plus spécifiquement des clubs comme La Rochelle, comme l'UBB ou encore Toulouse ont vraiment besoin de spectateurs au stade parce que c'est vraiment l'une des grosses parties de leur financement. Contrairement à des clubs comme le Racing, le Stade Français ou peut-être Montpellier qui eux bénéficient surtout de l'appui du mécénat et notamment de la grande fortune de leur président. Donc on ne sait pas encore vraiment comment est-ce que l'impact financier va être subi et géré par les équipes du championnat. Et je vais pas m'avancer mais je pense qu'il est possible, voire même probable, que l'on voit le top 14 un peu évoluer au niveau de ses transferts dans les années à venir. Puisque les clubs seront sûrement moins enclins à recruter des stars à tour de bras et devront sûrement plus sérieusement se pencher vers la question de la formation pour tenir le coup. Donc voilà, ce sera peut-être l'occasion d'un futur débat, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je pense aussi que cette crise sanitaire peut être l'occasion pour le top 14 de se réformer un peu et aussi en quelque sorte se purger de tous ces maux, de tous ces travers que l'on a beaucoup pointé du doigt au cours de ces dernières années. Donc le top 14. Alors pour moi il est toujours difficile de faire des pronostics déjà en début de saison parce que je trouve des fois ça n'a pas forcément de sens, mais aussi là parce que la saison dernière a été stoppée en plein vol. Et du coup on peut pas vraiment évaluer la dynamique actuelle de chacune des équipes. J'ai cependant quelques pressentiments, c'est pas des pronostics en tant que tels, mais c'est plus des sentiments que j'ai par rapport à certaines équipes dans cette saison. La première que j'ai en tête, je pense qu'on a plus ou moins tous la même, c'est bien évidemment l'UBB. Cette équipe a trouvé un rodage quasi parfait au cours de la dernière saison. Ils ont fini premier de la saison régulière, ils pratiquent un jeu attrayant et efficace, il y a une sorte d'alchimie qui se crée entre le club, les supporters et Risto Furios. Bref, on sent que quelque chose s'est passé du côté de Bordeaux. Quelque chose qui leur a permis de passer un cap par rapport aux années précédentes. Et malgré la perte de Radradra qui est lui parti à Bristol, je pense que l'UBB a tout de même les armes et le talent nécessaire pour aller loin. Ils ont quand même fait un joli recrutement avec le néo-zélandais Ben Lam qui avait impressionné il y a 2 ans en Super Rugby. Et aussi il y a des arrivées de poids avec le talonneur sud-africain Diwepa, le pilier droit Ben Tameifuna ou encore Guido Petit. Franchement je pense que devant, s'ils sont bien intégrés et bien rodés, ça risque de pas trop rigoler. Et aussi il faut ajouter à ça la retraite internationale de Jefferson Poirot qui veut se concentrer 100% au club, donc ça va permettre de mettre plus de roulement et d'avoir un joueur d'expérience, de leadership et de talent aussi qui va rester à 100% pour l'équipe, et ça du coup c'est très bien pour l'UBB. Et personnellement je suis fan de leur troisième ligne à l'UBB, je trouve que Roumat, Woki, Amosa, Higginbotham et Diaby sont tous des monstres, très mobiles, très habiles ballon en main, puissants, intelligents. Ce sont des joueurs qui font très bien le lien entre avant et 3/4 et qui permettent d'amener beaucoup de dynamisme dans le jeu. De plus, pour ce groupe, je pense que le fait de ne pas avoir pu terminer la saison précédente va vraiment leur donner des crocs, une motivation supplémentaire pour prouver que ce qu'ils avaient fait n'était pas juste un coup d'éclat une fois, un coup de chance comme beaucoup ont dit, qu'ils avaient beaucoup profité de la Coupe du Monde. Je pense que là ils vont vraiment se donner les moyens pour prouver à tout le monde qu'ils sont capables d'exploits et de les réitérer. Donc ouais, je vois bien Bordeaux démarrer fort cette saison. Un autre club qui capte mon attention, c'est le Racing. Équipe qui elle aussi était sur une belle dynamique avant le Covid. Et surtout qui a su faire évoluer son jeu en fonction de son terrain avec le synthétique de la U Arena. Ils ont réussi à développer un jeu rapide, efficace, assez spectaculaire même parfois, et franchement même agréable à regarder. Et ça pour le Racing, c'était pas gagné quand on voit les années précédentes. Ils ont su incorporer beaucoup de vitesse et d'ambition dans le jeu, et ça notamment grâce à Finn Russell. En plus ils vont bénéficier de l'arrivée de Kurt Lebill, l'Australien, franchement qui est un joueur que j'adore. Je trouve que quand il est dans un bon jour, qu'il est en confiance, c'est un joueur qui est incroyable. Il apporte beaucoup à son équipe par sa capacité à créer de l'incertitude. En plus, il a un bon jeu au pied, une vision de jeu assez intéressante, il peut jouer au centre, à l'ouverture, à l'arrière. Franchement, c'est un très bon choix. Et par rapport aux Australiens, je pense qu'on va en voir de plus en plus rappliquer en Europe parce que la fédération australienne ne peut plus honorer la plupart des salaires qu'elle avait promis à ses joueurs. Et du coup, je crois que c'est une baisse de l'ordre de 60% qui a été décrétée pour les joueurs
sous contrat avec la fédération australienne et du coup la plupart des joueurs de grande envergure entre guillemets sont partis, enfin ont été tentés de partir en Europe où les salaires même réduits étaient toujours bien plus intéressants qu'en Australie. C'est d'ailleurs vraiment la raison concrète de la venue d'Isaac Roda, le deuxième ligne au Loup. Pour revenir au Racing, je pense que cette équipe, sur le papier en tout cas, a la meilleure ligne de 3/4 du championnat. Juste imaginez une compo avec Russell à l'ouverture, au centre Bill Vakatawa, aux ailes Thomas Imhoff et à l'arrière Zebo. Juste imaginez. Franchement, ça serait un calvaire à défendre. En plus, Vakatawa normalement est dans une forme olympique, c'est pour moi l'un des meilleurs centres actuellement dans le monde et je le vois bien faire des ravages sur les terrains du top 14. Devant, c'est solide avec un alignement en touche qui est très craint par toutes les équipes du top 14. Je crois que c'est l'équipe qui avait le meilleur taux de contre l'an dernier. Ils vont aussi profiter de Kamisha et de Bernard Leroux qui eux aussi sont en grande forme en ce moment, il me semble. Après, seul petit bémol, je trouve, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs internationaux dans cette équipe. Donc c'est forcément une force parce que ça met beaucoup d'expérience et de talent. Mais par contre, lorsqu'il va y avoir des phases de matchs internationaux, ils vont être privés de pas mal de joueurs. Ceux qui sont sélectionnables, c'est notamment Teddy Thomas, Vakatawa, Shah, Leroux, Russell, peut-être Bill avec l'Australie. Donc ça va faire un gros trou, je pense, dans l'équipe si jamais tous ces joueurs-là sont pris. Et il va falloir que Racing apprenne à gérer avec ça. Pour revenir à la première journée, ils ont quand même réussi un gros coup en allant s'imposer au Loup sur le terrain du Loup. C'est franchement un signal très très fort qui a été envoyé aux autres équipes du top 14. Le Racing n'est pas là pour rigoler cette année. La troisième équipe qui m'impressionne par son recrutement cette année, c'est Montpellier. En vrac, voici les nouveaux arrivants. La Mositele, Kopis Reinach, Lozovski, Ratez. Mais aussi les deuxièmes lignes prometteurs que sont Florian Verhaeghe et Michael Capelli. Donc ouais, c'est franchement pas mal. Et quand on voit les noms qu'ils avaient déjà avant, avec Pollard, Vincent, Ngandebe, Goussen, Stein, Willemse, Picamol, Awas, et aussi Boutier, si le coach Xavier Garbajosa parvient à créer une dynamique au sein de cette équipe, et donc à produire un minimum de jeu et un minimum de cohésion, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années avec Montpellier, qui s'est beaucoup basé sur un jeu très clinique, avec beaucoup d'avant, du jeu au pied, je pense que là, s'il arrive à créer quelque chose avec cette équipe-là, parce qu'elle est faite pour, les ailes sont parfaites, Ratez, Ngandebe, ça court, Boutier pareil, ensuite au centre, Vincent, c'est quand même pas un manche. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de talent dans cette équipe-là. Reste à savoir sur comment les mettre en marche et comment faire fonctionner la machine. Et si jamais ils y arrivent, ça pourrait être un véritable monstre cette saison. Bon, lors de la première journée, ils ont quand même fait un faux pas à domicile contre Pau, assez inattendu parce que par rapport justement sur papier, le déséquilibre entre les deux équipes était quand même assez gros. Et surprenamment, ils ont pas mal perdu le match en perdant devant d'abord, avec beaucoup de mêlées subies. Pour moi, cette défaite, c'est un peu le signe que Montpellier n'est pas encore une équipe qui est arrivée à maturité. Et maintenant, une autre équipe au recrutement flamboyant, c'est Clermont. En tête de liste, on a l'ailier arrière Kotaro Matsushima qui a impressionné avec le Japon lors de la dernière Coupe du Monde. On a aussi Sébastien Bézi, forcément, l'ancien Toulousain. C'est pour moi le deuxième meilleur demi-mêlée du championnat après Dupont. D'ailleurs, s'il n'a pas été pris en équipe de France, c'était justement parce que c'était impossible pour Toulouse de faire sans Bézi et Dupont lorsque les deux devaient être pris en équipe de France. Donc je pense que voilà, Bézi a voulu tenter sa chance autre part pour pouvoir échapper du coup à cette concurrence de Dupont. Et du coup, là, il va se frotter à la concurrence de Morgan Parra qui se fait un peu vieillissant. Et du coup, je pense, et aussi j'espère pour Clermont, que son arrivée va créer une sorte d'émulsion entre les deux joueurs, chacun se poussant pour être le joueur titulaire. Devant, ils ont aussi pêché du lourd, avec Penny Ravaille et Pélissier qui arrivent de l'UBB. Franchement, j'adore Ravaille, qui est pour moi un joueur assez sous-coté, qui est très dynamique, très habile ballon en main, très rapide, et c'est un peu pour moi une déception de ne pas l'avoir vu beaucoup jouer à l'UBB jusque-là. Donc j'espère qu'avec Clermont, il aura plus de temps de jeu qu'à Bordeaux. Sinon, on peut aussi noter l'arrivée du joueur à 7 Veredamou, qui vient suppléer la troisième ligne avec Frisley, parce que Yato est absent des terrains pendant 6 mois, je crois, suite à une opération du genou. Donc je sais pas encore vraiment ce que ça vaut, Veredamou à 15, surtout en poste de troisième ligne, qui est un poste assez spécifique parfois, surtout en numéro 8. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas trop d'avis sur ce joueur-là. Alors même si le recrutement général de Clermont est plutôt attrayant, je pense que ça peut être une faiblesse comme une force. Et il va falloir voir comment est-ce que ces joueurs vont s'intégrer dans le groupe quand même. D'autant plus que beaucoup de joueurs cadres de l'ASM commencent à se faire vieux, je pense notamment à Fritzli, à Parra, à Fofana, qui commence à avoir dépassé la trentaine déjà. Bien évidemment que cette année je m'attends à voir Clermont prétendre au titre, comme tous les ans, mais je pense qu'il y a des équipes qui sont sur une meilleure dynamique en ce moment, et notamment lorsqu'on a vu le match de la première journée face à Toulouse, ils ont quand même pas trop rassuré, les Clermontois, on va pas se mentir. Ne pas tuer le match alors qu'ils étaient à 15 contre 13, en plus deux deuxième lignes en face qui étaient pas là, du coup c'était n'importe quoi en termes d'organisation dans la mêlée et tout. Mais les avant Toulousains à 6 contre 8 ont vraiment fait le ménage. Et du coup je pense que Clermont, malgré la victoire, ne sont pas forcément rassurés pour autant. Et il va falloir qu'ils se bougent un peu les miches. Avant de passer à la suite, je me permets de vous prendre 10 petites secondes pour vous rappeler de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche, ça m'aide beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne autour de vous, que ce soit en direct ou alors sur les réseaux. C'est vraiment très important pour moi et ça récompense mon travail et le travail des autres personnes qui travaillent avec moi sur la chaîne. Passons maintenant à Toulouse maintenant. Donc à l'inverse de
Clermont, Toulouse a quand même assez peu recruté cette année. Même si je pense que dans ces rares recrutements, le stade a quand même fait de très bonnes pioches. D'abord en faisant revenir le géant australien Richie Arnold qui était parti pour un an après le titre, et du coup qui va rejoindre son frère jumeau Rory Arnold. Sinon on note l'arrivée de deux numéros 9, donc Alexis Balès de La Rochelle, un joueur qui est d'expérience, qui a quand même eu des très bons moments avec La Rochelle, notamment il y a 2-3 ans il était vraiment pas dégueu, Balès, un joueur que j'aime bien voir jouer, honnêtement. Et aussi le très jeune espoir piqué à l'UBB, Baptiste Germain. Sinon c'est à peu près tout, le stade est resté très sage sur le marché des transferts, en grande partie à cause de sa situation financière qui est quand même assez déséquilibrée depuis le Covid. Et donc c'est un club qui va devoir s'appuyer en grande partie sur sa formation et sur les joueurs qui sont déjà présents. Alors du coup je pense que ça peut être une faiblesse parce que c'est un groupe qui va devoir combiner avec un petit peu moins d'éléments qu'à l'ordinaire, mais par contre je pense que ça va permettre de rester sur la même dynamique que la saison dernière, de créer un groupe un peu, pas commando, mais qui est quand même assez soudé, qui se connaît déjà très bien, et ça je pense que ça va permettre de gagner du temps par rapport aux autres équipes qui ont beaucoup recruté. Par contre je pense que les fenêtres internationales, du coup les matchs internationaux, ça va franchement être assez dur pour Toulouse, qui va devoir combiner avec l'absence de beaucoup d'internationaux français, notamment la charnière, Ntamak, Dupont, possiblement aussi Ramos. En plus devant il y aura sûrement Baye, Aldeguerri, Tolofua et Marchand qui seront sélectionnés aussi pour l'équipe de France. Donc franchement ça va être assez dur je pense pour Toulouse de tenir le choc lors de ces périodes-là. Et sans compter sur la probable sélection de Colby pour jouer avec l'Afrique du Sud en novembre. Et pour revenir sur le match de la semaine dernière, même si la défense toulousaine n'est pas forcément en place partout, notamment au centre, il y a eu beaucoup de scories avec Guitoun, Tozin qui n'ont pas été parfaits on va dire, mais ce que ce groupe a montré à 13 contre 15 durant une majeure partie du match, ça a été impressionnant. Aller chercher comme ça les Clermontois et jusqu'au bout foutre la pression et même mener, c'est franchement une très grosse démonstration de force de Toulouse et ça montre que même diminué, cette année le Stade Toulousain sera présent. Je pense un peu la même chose par rapport à Toulon, qui a obtenu la prolongation d'une majeure partie de son effectif et qui a assez peu recruté aussi lui finalement. Ils ont fait venir Thomas Jolmes, l'ex-Rochelet, ils ont fait aussi venir Toé Ava, une bonne pioche je pense, il va finir sa carrière tranquillement, mais c'est aussi un joueur d'expérience très talentueux. Toulon a un groupe très solide avec des joueurs qui sont expérimentés, qui sont maintenant assez matures, mais quand même assez jeunes et en pleine forme, donc Serein, Olivon, Etzebet, Carbonel, Taofi Fenua, ça je pense que c'est un groupe qui est quand même assez solide, qui commence à avoir du coffre et qui va permettre d'apporter ce qu'il faut à Toulon pour remonter un petit peu par rapport aux saisons dernières. Colazo, ça va maintenant faire 3 ans qu'il va être là, il commence vraiment à avoir la main sur son équipe, je pense qu'il a un peu plus d'air et d'espace par rapport à ce qu'il voulait faire avant, et je pense qu'il est un peu mieux dans ses bottes. On voit bien que la stratégie de Toulon commence un peu à changer, que ce soit au niveau du recrutement avec un peu moins de stars, plus de français, et même au niveau du jeu pratiqué qui est toujours basé sur un pack, on va pas se mentir, énorme et destructeur, mais par contre derrière ça commence un petit peu à changer avec peut-être plus d'ambition dans le jeu et moins de pragmatisme, et franchement moi j'adore. Donc il y a vraiment du talent derrière et on sent que le jeu commence à être un peu plus ouvert qu'avant. Maintenant concernant La Rochelle et le Loup, il y a eu des recrues intéressantes des deux côtés, donc notamment les deux deuxième lignes australiens, Will Skelton pour les Bagnards et Isaac Roda pour le Loup. Deux recrues de poids, on va pas se cacher. J'ai vu que le Loup avait fait revenir 3 troisième lignes, donc le retour de Mathieu Bastaro, mais aussi Alex Toulou et Gillian Galland qui vont venir fournir les bancs en troisième ligne. Donc je pense que Lyon devrait être bien armé à ce poste-là pour cette année. Mais dans la vue globale, j'ai pas trop d'avis sur ces deux équipes-là, je vous avoue, j'ai pas trop de pressentiments cette année. Les deux sont des concurrents maintenant assez sérieux, qui ont montré leur valeur au cours de ces dernières saisons. Peut-être que le Loup est un petit peu devant, je trouve qu'ils étaient un peu plus sereins l'an dernier que l'était La Rochelle. Donc à voir comment ça va se goupiller. Pour finir, je dois vous avouer que pour le Stade français, j'ai un peu de crainte. Ils ont vraiment sombré la saison dernière, c'était un cauchemar pour eux. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, il y avait beaucoup de problèmes. On sentait que ça manquait clairement de cohésion, que l'arrêt de la saison leur a fait beaucoup de bien et leur a carrément, on va pas se mentir, sauvé les miches. Et là en plus, malheureusement pour eux, ils ont eu une vague de contamination qui a touché quelque chose comme 20 joueurs il me semble. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu disputer de matchs amicaux pour se mettre en jambes. Donc ça veut dire qu'ils avaient par exemple plus le droit de s'entraîner à plus de 5 joueurs, qui devaient s'organiser en petits groupes, forcément pour la cohésion d'équipe, c'est pas ouf. Donc ils risquent de démarrer la saison avec pas mal de retard, en plus le match face à l'UBB a aussi été reporté à cause de ça. Donc c'est quand même pas le meilleur des démarrages pour cette équipe. Après ils ont fait un recrutement pas trop dégueu franchement, avec Veainu qui vient de Leicester, un arrière insaisissable, et aussi l'Argentin deuxième ou troisième ligne Marcos Kremer qui va rejoindre ses compatriotes Sanchez et Pablo Matera. Donc une recrue quand même assez de poids, expérimentée, presque 30 sélections avec l'Argentine, à peine 23 ans, donc c'est quand même un sacré morceau. Mais surtout moi je pense que le recrutement il est bien par rapport à Gonzalo Queseda, donc lui aussi un Argentin qui avait déjà gagné le titre avec le Stade français en 2015, donc c'est un mec qui connaît bien cette équipe, qui connaît bien l'ambiance, l'atmosphère, et je pense que peut-être qu'il va pouvoir leur apporter un petit peu ce supplément d'âme qui leur manquait cette dernière saison. Concernant les équipes un peu plus modestes, j'ai vu que Agen avait fait venir l'anglais l'ailier Ibitoye, donc franchement une bonne pioche, un joueur qui est plein de fougue, assez jeune mais très talentueux, et qui va permettre à Agen
d'amener peut-être plus de finition dans ses coups. Et surtout la bonne affaire pour Agen cette année, c'est plutôt d'avoir gardé son groupe assez uniforme par rapport aux années précédentes où il se faisait un peu piller à droite à gauche. Là cette année ils ont quand même gardé pas mal de joueurs, à part Léo Berdé qui est revenu de son prêt, qui est revenu du coup au Loup. Léo Berdé qui était un bon joueur, on l'a trouvé, mais là franchement ils ont réussi à garder une structure assez stable et c'est très bien pour eux. Sinon pour le reste, je vous avoue que j'ai pas plus d'avis détaillés que ça, hein. Je pense que comme d'habitude Castres va rester en +4, je pense aussi que Bayonne a fait une très belle saison en tant que promu l'an dernier, ils ont quand même fait trembler de grosses équipes. Cette année ça serait bien qu'ils continuent sur cette dynamique parce que j'aime beaucoup Bayonne. Sinon Pau a fait preuve de beaucoup de caractère en allant gagner à Montpellier, c'est un très bon point pour le départ de la saison, pour se lancer mentalement il n'y a pas meilleur. Et voilà pour Brive, je pense que ça va être dur pour eux, il va falloir qu'ils gagnent beaucoup de matchs à la maison et qu'ils essaient de faire 2-3 hold-up à l'extérieur pour rester dans le coup parce que c'est une des équipes les plus modestes du top 14 avec Agen il me semble, donc ça va pas être forcément très facile pour eux. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, la lutte en haut comme en bas de tableau va être acharnée encore cette saison. On va arriver sur la fin de la vidéo, si toutefois vous pensez que j'ai oublié des trucs ou que vous n'êtes pas d'accord tout simplement, l'espace commentaire est fait pour vous. Tant que ça reste pertinent et constructif, je me fais un plaisir de discuter avec vous. C'est franchement intéressant de discuter avec des fans de rugby qui n'ont pas forcément le même avis que moi, la même vision des choses que moi, et du coup bah c'est bien parce que ça me permet aussi moi d'évoluer. De mon côté j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et trop chiante, j'espère aussi que ça a été au niveau du son et de l'image, et surtout j'espère que le top 14 va pouvoir se jouer cette saison et que les clubs vont pouvoir tenir le coup financièrement, parce que pour l'instant l'avenir de cette saison me paraît toujours un peu flou, je vous avoue. Mais on va essayer de rester optimiste, il y a même des matchs internationaux qui vont arriver incessamment sous peu, plus les quarts de finale de la Coupe d'Europe qui vont aussi arriver. Bref, même diminué, le rugby est en train de renaître et franchement j'ai vraiment hâte. Allez, c'était tout pour moi, à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.